En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir le psychologue et psychanalyste Ruben Ravinovitch, qui a reçu dans son cabinet de nombreux jeunes condamnés pour braquage, violence et viol. Avec nous également en direct de Bordeaux, l'historien et essayiste Pierre Vermeuren, auteur de nombreux livres tels que La France qui déclasse ou encore Le choc des décolonisations. Ensemble, nous parlerons de cette semaine marquée par la violence meurtrière, en particulier chez les jeunes adultes. À Montpellier, la jeune Samara tombe dans le coma après avoir été rouée de coups à la sortie de l'école. À Viry-Châtillon, quelques jours plus tard, Shemseddine, 15 ans, victime lui aussi d'une expédition punitive à la sortie du collège, ne survivra pas à ses blessures. La semaine s'est conclue par 2 nouveaux drames, le meurtre d'un Algérien poignardé à Bordeaux parce qu'il buvait de l'alcool et enfin de nouveau, la mort d'un adolescent de 15 ans après un coup de couteau meurtrier à Romans-sur-Isère, dans la fameuse cité de la Monnaie, d'où étaient venus les responsables de l'attaque au couteau de Crépol il y a 5 mois. Doit-on continuer à parler de faits divers? Quels sont les ressorts de cette ultra-violence? Quel lien avec la montée de l'islamisme? Sommes-nous face à un phénomène de décivilisation ou face à un choc de civilisation? Tout de suite, les réponses de Ruben Ravinovitch et Pierre Vermeuren en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Ruben Ravinovitch, Pierre Vermeuren, bonjour. 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 Ravi de vous recevoir sur Sud Radio pour parler de cette actualité assez lourde, la multiplication des faits d'ultra-violence. Pendant 1 heure, on va essayer de comprendre quels sont les ressorts de cette ultra-violence. Ultra-violence chez les jeunes notamment, avec une gamine de 15 ans dans le coma, puis 2 adolescents tués par d'autres adolescents. Ruben Ravinovitch, vous avez reçu justement dans votre cabinet des adolescents violents ou ultra-violents, également des victimes de ces agresseurs. Comment vous expliquez cette montée de la violence et en particulier chez les jeunes ? Alors, si vous me permettez, je ferai un petit détour. La première chose que je voulais vous dire, c'est que ce à quoi notre société n'est plus en mesure de faire face, c'est à la part de destructivité, de violence et de haine qui est au fondement du cœur humain. Hein, et que dans une sorte de rousseauisme mal digéré qui consisterait à penser que l'homme est bon et la société le rend mauvais, il y a un aveuglement et un déni. Et je pense que on va arriver sur les causes et il y aura beaucoup de causes qui seront évidemment très intéressantes, mais dans la tentative permanente d'aller chercher des causes, qu'elles soient la pauvreté, qu'elle soit la discrimination, qu'elle soit l'islamisme lui-même, il y a une tentative d'évitement de cette part de destructivité humaine. Bon. Oui. Ce que vous voulez dire, oui, c'est que l'homme a toujours été peut-être violent, et là on cherche des explications, voire des excuses, un peu trop. Mais en tout cas, on est dans l'évitement de cette part fondamentale du cœur humain. Bon. Et la civilisation, elle repose et elle s'érige sur la répression pulsionnelle, sur la répression de la violence, sur la répression des instincts meurtriers. Hein. Soit en les soumettant, soit en les écrasant, soit en les organisant, soit en les sublimant. Hein. Cette part de haine, elle est propre à vous, à moi, à notre invité, à tout le monde. Il m'arrive de prendre un exemple pour illustrer ça. C'est que pour la sublimation d'une part de violence, c'est qu'un grand chirurgien, il lui faut une très grande part de sadisme. Un grand chirurgien, il ouvre des corps, il plonge ses mains à l'intérieur, il coupe des organes, mais il l'a fait au service de la vie. D'accord ? Donc je pense que c'est très important de revenir à une anthropologie véritable, qui est une anthropologie où la destructivité a une place, si vous voulez. Bon, ça c'est une première chose. Alors maintenant, pour en revenir directement aux questions que vous posiez, ce sont des jeunes gens. Moi, j'ai pas reçu d'adolescents en tant que tels. Hein. J'ai reçu des jeunes hommes et leurs familles par ailleurs. Ils ont pour caractéristique, si vous voulez, d'abord de ne pas avoir accès à la culpabilité.
parce que pour avoir accès à la culpabilité, il faut pouvoir se mettre à la place de l'autre. Une forme de déshumanisation ? Oui. Enfin, ou en tout cas, qui ne correspond pas à ce que nous pensons être un critère fondamental de l'humanité. Plus d'empathie. Il n'y a plus d'empathie, absolument. Et l'empathie, si vous voulez, c'est le lien inaugural à autrui. Ça se met en place autour de 2 et 3 ans. Malheureusement, ça ne se rattrape pas avec des cours au collège, à raison d'1 heure par semaine, comme la physique-chimie ou la guitare, si vous voulez. Bon. Donc, pas de culpabilité, pas d'empathie, une impulsivité que rien ne contient. Il n'y a plus d'enveloppe psychique. J'ai vu dans la nuit qu'il y avait un jeune homme qui, parce qu'il était très en colère, je ne sais pas si vous avez vu passer ce truc-là, il avait eu une dispute avec son père, il était très en colère et il a massacré jusqu'à la mort 2 retraités, parce qu'il était très en colère. Bon. Après les émeutes, il y a eu un rapport de l'inspection de la justice qui a interviewé les jeunes émeutiers et qui racontait que les réponses les plus fréquentes étaient pourquoi avez-vous participé à ce genre de choses, par curiosité, par plaisir et par goût de l'adrénaline. Hein. Donc la jouissance de détruire est au fondement de ces attitudes-là. Après, peut-être je vais laisser votre invité dire quand même quelque chose. Évidemment. Parce que on a 1 heure. Tout le monde va pouvoir parler tranquillement. Je suis peut-être un peu long, mais ce que je voulais vous dire, c'est que il n'y a plus de butée fondamentale. C'est-à-dire que, si vous voulez, pourquoi est-ce que je commençais sur cette part de destructivité ? C'est parce que cette part de destructivité, elle est en chaque être. Si elle n'est plus contenue, si elle n'est plus muselée, elle monte en violence, toujours plus fort, toujours plus jeune. Oui, ce que vous nous décrivez, c'est une crise totale de l'autorité qui était propre en fait à notre civilisation, mais peut-être à même toutes les civilisations. Il faut une part d'autorité pour contenir justement cette violence qui est en tout être humain. Pierre Vermeulen, j'ai commencé par dire la montée de la violence, notamment la montée de la violence chez les jeunes. J'ai fait un peu comme si c'était un phénomène nouveau. Est-ce que ça l'est vraiment ? Est-ce que vous, ça vous a surpris ? Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui répètent que ce sont des faits divers ? Je crois que le rousseauisme, malheureusement, comme vient de le dire Monsieur Rabinovitch, a fait beaucoup de dégâts dans cette société, puisqu'on impute les violences à la société et non aux individus. Alors que par ailleurs, il y a des problèmes d'éducation, de transmission à la fois dans les familles, dans les institutions, et j'ajoute chez les personnes qui arrivent de l'extérieur, et notamment d'un théâtre comme l'Afghanistan. Parce que si vous voulez, on peut pas mettre... on a à la fois dans ces violences des gens qui sont des produits de la société française ou des familles françaises telles qu'elles existent aujourd'hui, et puis on ajoute à ça des personnes qui viennent des théâtres de guerre, puisqu'on s'honore à juste titre de recevoir des réfugiés ou des migrants qui viennent des pays en guerre, que ce soit la Syrie, l'Afghanistan, l'Érythrée, le Soudan, etc. Et là, on est dans des mondes qui sont toujours le monde et la Terre, parce qu'il n'y en a qu'une, mais qui viennent de sociétés en guerre, qui viennent de sociétés complètement dérégulées, des sociétés qui sont prises en main par des groupes ultra-violents, que ce soit des groupes idéologiques ou des groupes criminels. Et donc l'ensemble, effectivement, fait un cocktail, c'est-à-dire qu'un cocktail explosif qui explique en partie des violences. J'entendais cette semaine que parmi les émeutiers du mois de juillet l'année dernière, il y avait près de 20% d'étrangers, je crois, de mémoire. Peut-être un peu plus, mais enfin disons à peu près un petit quart. Ça veut dire qu'on a effectivement des gens qui viennent de la société française auxquels s'agrègent pour des raisons très diverses. L'islamisme peut en être une, mais enfin la délinquance d'opportunité en est une autre. Effectivement, l'excitation du feu, si je puis dire, ça se surajoute, et on a ainsi l'intrication de problèmes très divers les uns les autres, mais qu'on doit gérer ensemble, puisque au fond ils s'attaquent aux mêmes personnes
dans la même société. Donc je suis assez sceptique, pour répondre à votre question, sur le fait que ce soit uniquement des faits divers, bien évidemment. Il y a des faits divers, mais il y a aussi des faits qui ont une logique, une cohérence, notamment quand on essaye par exemple de faire appliquer de force, selon les idées mal ficelées qu'on a dans le crâne, la charia, parce qu'on pense qu'elle doit s'appliquer comme ça pendant la période du Ramadan, par exemple. Là, effectivement, le fait de société laisse la place à un fait, peut-être pas de civilisation, mais en tout cas à des faits idéologiques et à des faits construits, même s'ils sont très mal construits. Merci beaucoup Pierre Vermeuren, merci beaucoup Ruben Ravinovic. On se retrouve après une courte pause pour continuer à parler de cette ultra-violence qui détruit peu à peu la société française. Nous allons essayer d'analyser ses causes. Est-ce que ce sont des causes endogènes, exogènes? Tout de suite les réponses de Ruben Ravinovic et Pierre Vermeuren après une courte pause sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec le psychologue et psychanalyste Ruben Ravinovic qui a reçu notamment dans son cabinet de nombreux jeunes condamnés pour violence, viol, braquage. Vous aviez fait un superbe papier dans Marianne au moment des émeutes. Ruben Ravinovic, on en reparlera. Et bien sûr, Pierre Vermeuren, historien, essayiste, auteur de nombreux livres comme le choc des décivilisations. Pierre Vermeuren. Comment ? Des décolonisations, oui, pardon. C'est dimanche matin. J'ai fait justement la décivilisation est au cœur du sujet, mais Pierre Vermeuren, je vous avais un peu interrompu avant la pause, où on avait été interrompu par la pause. On revenait sur effectivement l'accumulation de ce qui ne sont pas des faits divers, mais de faits de violence extrême en France, notamment l'affaire Samara, tabassée à la sortie de l'école parce qu'elle ne portait pas le voile et voulait s'habiller à l'européenne. À Viry-Châtillon, quelques jours plus tard, Chemseddine, 15 ans, victime lui aussi d'une expédition punitive parce qu'il avait parlé à une jeune femme, brisant finalement la séparation des sexes qui existe malheureusement dans certains territoires de la République. Et enfin, ces deux Algériens agressés, dont l'un a succombé, s'est attaqué au couteau, dont l'un est mort par un Afghan le jour de l'Aïd parce qu'il buvait de l'alcool. Vous avez parlé vous-même de charia avant la pause. Est-ce que on est face à des musulmans pas intégrés, radicaux sur le territoire qui tentent d'imposer une forme de charia? On a beaucoup parlé des réseaux sociaux, on y reviendra ces dernières semaines, mais est-ce que l'un des points communs entre ces différentes affaires, c'est tout simplement pas l'islam radical ou l'islamisme? Alors effectivement, ce qui est très compliqué, c'est que beaucoup de choses se mêlent, si vous voulez. Encore une fois, le fait d'avoir un Afghan, je ne connais pas son parcours, mais on sait qu'il vient d'un pays en guerre depuis 45 ans, dans lequel les talibans sont au pouvoir, qui n'a probablement jamais vu une femme les membres nus dans son existence avant d'arriver en France, et donc qui est saisi d'un vertige à tout point de vue, puisqu'il a un certain nombre de repères très simples. Il n'a jamais non plus vu de musulmans boire de l'alcool dans son pays. Et là, tout d'un coup, sur les quais, dans une région, dans une zone très touristique et très conviviale de Bordeaux, où les jeunes se retrouvent le long de la Garonne pour boire des bières et danser ou s'amuser ou discuter, tout d'un coup, il est pris d'un coup de folie. Et il trouve deux musulmans buvant une bière et ça le rend manifestement fou. Voilà. Alors est-ce que c'était prémédité ou pas, peu importe. Il est saisi d'un vertige identitaire et il se dit je vais rétablir l'ordre de Dieu tel que je l'imagine ou tel qu'on me l'a inculqué. Et c'est pour ça qu'on peut pas rapprocher, si vous voulez, alors peut-être qu'il est très construit, peut-être qu'il est dans des réseaux, notamment Internet, peut-être qu'il est pris en charge. Je n'en sais strictement rien. Mais on peut pas rapprocher cela, si vous voulez, de petits enfants ou de jeunes adolescents qui sont insérés dans des familles musulmanes vivant en France depuis des générations, qui sont nés ici, qui sont allés à l'école depuis la maternelle et qui eux ont un tout autre vécu.
Alors c'est vrai que dans les migrations françaises et notamment dans les familles musulmanes, il y a des gens qui sont français depuis plus d'un siècle, parce qu'en Algérie, les Algériens, les musulmans étaient français. Il y a des gens qui sont devenus des laïcs, il y a des gens qui sont totalement sortis de la religion, il y a des républicains. Ensuite, il y a des vagues de migration qui sont arrivées, par exemple, pendant la décennie noire, la guerre civile algérienne des années 90, qui fuyaient l'Algérie parce que justement, ils étaient accusés d'être laïcs, professeurs de français, Kabyle, laïque ou autre, je n'en sais rien. Et puis en même temps, on a accueilli aussi des islamistes parce qu'au moment où ils ont perdu la guerre, un certain nombre ont été exfiltrés ou sont venus s'installer et sont dans une dynamique de revanche. Donc tout ça fabrique un patchwork très complexe. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire les musulmans de la société française parce que c'est un patchwork, encore une fois. C'est une société très éclatée et à l'intérieur de cette société très éclatée, on va effectivement trouver des jeunes qui sont pris en main par une doxa islamique très basique, très simpliste, qui en gros trace une ligne dans une société, on l'a dit, où les repères et les transmissions sont très fragilisées, que ce soit la transmission à l'intérieur de la société française, à l'intérieur de l'école, ou la transmission d'ailleurs à l'intérieur des sociétés musulmanes. On va trouver des gens, des idéologues très simplistes qui vont tracer une ligne entre le bien et le mal, entre le permis et l'interdit, entre le haram et le halal, comme ils disent, et qui vont éduquer un certain nombre de jeunes, qui vont les formater et qui vont leur dire voilà, ça c'est interdit, et donc si c'est interdit par Dieu, eh bien ça doit être condamné, ou bien ça c'est permis, et à ce moment-là il faut l'encourager. Donc, et là on a effectivement la question de la relation entre les hommes et les femmes, qui doit être étanche selon une vue très intégriste, très fondamentaliste dans la société islamique, ou bien la question des interdits alimentaires qui doivent s'appliquer surtout dans une période de fête comme le Ramadan, de manière très très rigoureuse. Mais ça c'est une vision intégriste. Si vous voulez, il y a des millions, encore une fois, de musulmans qui boivent de l'alcool tous les jours au Maghreb et personne ne va les tuer au couteau. C'est ce que j'allais vous dire. Vous avez créé notamment répondu à une interview dans le Figaro à ce sujet. Vous parliez tout à l'heure de vertige identitaire, c'est-à-dire que dans les sociétés justement des pays musulmans, il n'y a pas forcément cette ultra-violence là, même dans ceux qui appliquent la charia. Donc, est-ce qu'il y a un choc finalement entre notre modernité et des personnes, alors soit qui arrivent de pays effectivement en guerre comme l'Afghanistan, mais aussi des personnes qui ont été éduquées en France, une sorte de schizophrénie qui se met en place entre les codes de notre modernité, les codes de notre société et les codes de la société de leurs parents ou de la société d'où ils viennent. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole, je vais laisser parler Monsieur Rabinovitch. Très vite, le malheur veut que cette immigration très importante qui s'installe en France depuis une trentaine d'années, elle arrive dans une société qui a rompu avec les principes élémentaires de la transmission. On voit bien que l'école est en crise, qu'on a réussi à passer des premiers rangs de l'Europe pour en s'en tenir à l'Europe, ou en tout cas des pays de l'OCDE pratiquement au dernier rang en termes de résultats. Donc là, il y a un problème majeur qui est propre à la société française. Bon, il y a beaucoup de facteurs, mais on peut citer en 40 ans la division par 2 du salaire des enseignants. Hein, c'est un bon indicateur parce que finalement, si vous voulez vivre une vie de cadre, eh bien il vaut mieux aujourd'hui ne pas être prof, ce qui n'était pas le vrai il y a 40 ans. Donc on n'attire pas forcément les meilleurs, etc., etc. Donc il y a cette crise qui concerne l'école, les institutions, la famille aussi, hein, la famille, la transmission aussi du phénomène religieux, on le voit bien, l'effondrement du catholicisme, c'est quelque chose qui est le produit de l'absence de transmission. Mais ça concerne aussi bien les recettes de cuisine de la grand-mère que tous les éléments qui constituent la vie quotidienne, si vous voulez, puisque les jeunes aujourd'hui ne reçoivent pas la transmission, mais en fait ils sont pris en charge par autre chose, et notamment par les écrans. Hein, on le dit assez, quand vous regardez l'écran 8 heures par jour, effectivement il n'y a pas de place pour grand-chose d'autre. Donc c'est à ce moment-là, au moment qu'il y a cette déconstruction donc qui frappe la société française, que des jeunes gens arrivent, eux-mêmes de sociétés totalement désintégrées comme les sociétés en guerre dont on a parlé,
ou des sociétés du Maghreb, par exemple, ou d'Afrique. Dans certaines de ces sociétés, l'ordre moral, étatique, patriarcal, religieux fonctionne. Mais quand vous échappez à ce pays, eh bien, vous êtes ailleurs et vous n'avez plus de filet, vous n'avez plus de cadre. Et là, donc, vous tombez dans une société, vous-même, vous êtes déstructuré, ou en tout cas, vous potentiellement vous l'êtes, et vous arrivez dans une société qui elle-même ne sait plus très bien où elle habite. Et donc ça fabrique des opportunités pour effectivement des gourous, des islamistes, des idéologues qui vont faire leur petite cuisine et essayer de prendre en main une partie de cette jeunesse. Ça pourrait être pour le meilleur, mais c'est aussi parfois pour le pire. Ruben Ravinovitch, je crois que vous partagez ce constat de déconstruction de la société, peut-être de décivilisation, pour reprendre le terme du président de la République. Alors, je dirais, je rebondirais sur plusieurs points. La première chose, c'est que donc on a eu avec la jeune Samsara ce qui ressemble à une affaire de jalousie ou d'envie haineuse, avec le jeune Shamseddine, un crime d'honneur. À Bordeaux, une sorte de rigorisme fanatique. Cette nuit, dans l'Essonne, à une colère immaîtrisée. Toutes ces lectures-là sont des lectures, évidemment, on ne peut plus pertinentes. Pour autant, elles ont quand même un dénominateur commun qui est, si vous voulez, que il y a une phrase de Julius Margolin, qui était un grand philosophe russe, qui disait quand un haineux a besoin d'expurger, d'étancher, de laisser s'écouler sa haine, il trouve toujours un offenseur à portée de main. Hein ? Donc, si vous voulez, il y a des causes plurifactorielles, je suis absolument d'accord, mais il y a aussi le fait que cette destructivité-là et cette jouissance de détruire, si vous voulez, se jette sur toutes les opportunités qui se présentent à elle. Hein, et ça, je crois que c'est important de ce point de vue-là. Bon. Ruben Ravinovitch, merci. Je vous redonne la parole après une courte pause. On continue à parler de cette ultra-violence en France, de ses causes également, avec l'historien et essayiste Pierre Vermeuren. À tout de suite sur Sud Radio, en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio. Nous parlons ce matin de l'ultra-violence en France. Nous essayons de comprendre ses causes avec l'historien et essayiste Pierre Vermeuren, qui est notamment spécialiste de l'islam. Il est l'auteur de nombreux essais comme Le choc des décolonisations, et avec Ruben Ravinovitch, qui est à la fois psychologue, psychanalyste, qui a reçu de jeunes individus violent dans son cabinet. Ruben Ravinovitch, avant la pause, on s'interrogeait sur les causes effectivement de cette violence. Pierre Vermeuren nous disait qu'il y avait une forme de choc des civilisations et de choc des cultures qui se conjuguait avec une forme de déconstruction, de déstructuration de la société, peut-être de décivilisation. Je voulais vous entendre sur ce mot du président de la République. Est-ce que vous partagez cette analyse? Alors, le mot du président de la République est, de ce que j'avais cru en comprendre, un mot qu'il avait repris à Jérôme Fourquet, lui-même s'inspirant des travaux d'Elias. Exactement. Sur cette question-là, je dirais deux choses. La première, et c'était une remarque, je tiens à le citer, que faisait Maurice Berger. Le psychologue, le psychiatre, pédopsychiatre pour être exact, qui et psychanalyste, je crois, si je puis me permettre, et qui s'occupe vraiment justement de cette question de la violence chez les adolescents ou les jeunes adultes. Et il faisait une remarque tout à fait lumineuse et très freudienne d'une certaine manière, qui est que ce n'est pas tant que cette jeunesse-là est décivilisée qu'elle n'a pas accédé à la civilisation. C'est un peu ce que je disais en démarrage, et c'est pour ça que j'avais été un peu long au démarrage. C'est-à-dire que si vous voulez, comme la destructivité, elle est au cœur. Je veux dire, vous voyez sur une plage un petit garçon de 3, 4 ou 5 ans, le plaisir qu'il a à détruire un château de sable. Bon, je veux dire, la destructivité, elle est là, hein. Bon, la société, la famille, l'école le civilise en lui mettant des butées.
Bon. Donc l'enjeu, il est plutôt, je crois, dans cette jeunesse ultra-violente, un problème d'accès aux interdits structurants de la civilisation, plutôt qu'une décivilisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle est, je rebondis alors beaucoup moins doctement que votre autre invité, mais j'avais un patient qui me racontait, un jeune Algérien qui était arrivé en France à 18 ou 19 ans, et qui me racontait, lors d'un retour en avion en Algérie, qu'une petite brute française, allume une clope en plein aéroport à Alger. Eh bien, je ne sais plus si c'était un militaire ou un policier, lui met un coup de matraque et lui dit, c'est mon patient qui me raconte, tu t'es cru en France ici ? C'est-à-dire qu'en Algérie ou dans les pays du Maghreb, il y a encore des butées qui n'existent plus absolument. Dans notre pays. Exactement. Ce que je veux dire par là, l'anthropologue Maurice Godelier avait parlé, et je rebondissais sur la question de la modernité, il avait écrit un livre, est-ce qu'on peut se moderniser sans s'occidentaliser ? Et je crois que l'enjeu, il est plutôt celui-là. C'est pas que ce sont des populations pas modernes, elles sont très modernes, mais c'est pas parce qu'elles se modernisent qu'elles s'occidentalisent du même souffle. Et donc, que si vous voulez, qu'il y ait des différences culturelles, qu'il y ait des montages psychiques et des économies libidinales différentes, entre les civilisations et les cultures, il n'y a pas de doute. Je veux dire, ça c'est le b.a.-ba de l'anthropologie, ou alors il faut jeter aux ordures. Maurice Godelier, qui par ailleurs était un anthropologue marxiste, il faut jeter aux ordures Georges Devreux, qui est le père de l'ethnopsychiatrie, et allons-y gaiement, Claude Lévi-Strauss. Je veux dire, qu'il y ait des économies de jouissance, des structurations familiales, des rapports hommes-femmes qui diffèrent entre les civilisations, c'est le b.a.-ba de l'anthropologie, en fait, si vous voulez. Bon. Donc ça c'est une chose. La question de la décivilisation du point de vue de nos sociétés, elle se pose à mon avis un petit peu différemment. Nos sociétés, c'est ce que Jérôme Fourquet appelait l'effondrement, je sais pas quel terme il employait exactement, mais l'effondrement de ce qu'il appelait, par contre, ça je m'en rappelle, des matrices structurantes. Bon. Si vous voulez, l'autorité, je me permets de faire un point parce que c'est un mot qu'on emploie fréquemment, mais dont il faut pouvoir un peu avoir un regard un peu clinique. L'autorité, elle se fonde sur une dissymétrie. Or, aujourd'hui, toute autorité est considérée comme une domination, toute dissymétrie est vécue comme une inégalité, et toute obéissance est vécue comme une humiliation. Mais ça, c'est pas seulement pour les jeunes gens de banlieue, si vous voulez. C'est un phénomène qui traverse l'Occident de part en part. Alors, par chance, pas toujours avec ce degré de violence, mais je veux dire, bon... Par ailleurs, moi, je reçois des hommes et des femmes, enfin là, en l'occurrence, j'allais prendre l'exemple de plusieurs hommes, qui peuvent être hommes du culte, qui peuvent être chefs d'entreprise, qui peuvent être pères, qui peuvent être professeurs d'université ou de lycée, et qui racontent non seulement que leurs ouailles, leurs élèves, leurs employés ne respectent pas leur autorité, mais il y a quelque chose qui, à mon avis, me paraît au moins aussi important et au moins aussi fondamental, qui est qu'ils ne se sentent plus eux-mêmes légitimes d'exercer cette position-là. Et que j'avais un patient qui me disait je ne crois pas à la légitimité de l'autorité, je ne sais pas exercer l'autorité, je ne crois pas à la légitimité de l'autorité, et je ne vois pas comment je pourrais imposer ma volonté à une autre personne. Or, cette confusion-là, croire que l'autorité est l'imposition d'une volonté, ça dit bien qu'on ne sait même plus ce que c'est que l'autorité. L'autorité, c'est pas l'imposition d'une volonté. L'autorité, c'est toujours une figure du collectif qui rappelle la loi commune. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'autorité parce que les individus sont toujours pris dans des relations interpersonnelles, en fait. C'est pas le représentant
le professeur qui est le représentant du bien commun et du... Exactement. Et ça marche, mais ça marche même dans le bus, si vous voulez. C'est vrai que les professeurs, moi j'en fréquente beaucoup, ont l'impression que parfois les parents d'élèves, et pas forcément des parents d'élèves de banlieue, considèrent l'école comme un service. Et plus comme justement il fut un temps où effectivement les professeurs étaient des notables dans la société, ou en tout cas représentaient une forme d'autorité et susciter le respect. C'est plus le cas aujourd'hui. Je vais vous prendre pour illustrer ce que vous dites. Je vais vous prendre 2 exemples de films, si vous me permettez. Il y a un grand chef-d'œuvre du cinéma allemand des années 20 ou 30. Les auditeurs iront vérifier parce que j'ai un peu oublié. Qui s'appelle L'Ange Bleu, qui est avec Marlène Dietrich, exactement, et qui est de von Sternberg. Et c'est un professeur qui découvre, un professeur qui a tout l'apparat du professeur, qui a la canne, le chapeau, le petit, j'ai oublié comment on dit, il y a un certain type de lunettes des années 20. Et il apprend que certains de ses élèves vont dans un cabaret, qui est le cabaret de l'Ange Bleu, et il veut aller les prendre sur le fait. Quand il arrive dans ce cabaret-là, il y a évidemment les élèves qui déguerpissent, mais il y a les parents des élèves qui déguerpissent, qui sont pris en faute. Qui sont le professeur est une autorité sociale. C'est pas que cet homme il est ceinture noire de judo. Si vous voulez, c'est pas ça la question. C'est qu'il est une autorité sociale. Je prends un autre exemple que je tire d'un ouvrage du psychanalyste et psychiatre Jean-Pierre Lebrun, qui est Habemus Papam. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film, qui est un film de Nanni Moretti. De Nanni Moretti, exactement, qui avait été un grand chef-d'œuvre, qui avait été à Cannes, qui est donc Nanni Moretti, enfin le personnage que joue Nanni Moretti, qui est un cardinal, est élu à la fonction suprême. Il est élu à la fonction suprême, mais au moment où il va aller sur le balcon et incarner sa position d'exception et sa figure d'autorité, il est pris d'une panique. Et il n'est pas en mesure d'incarner cette figure-là. La figure du collectif et la figure de l'autorité. Alors, le film est très drôle, il va voir un psychanalyste qui, évidemment, ne sert à rien. Comme souvent les psychanalystes, qui, évidemment, ne sert à rien. Ne dites pas cela. Mais, oui, je vous en prie. Non, je plaisantais, je disais, ne dites pas ça des psychanalystes. Puisque il faut un peu. Il faut faire preuve d'autodérision. Sinon, on s'en sort pas. Mais ce que juste pour terminer d'un mot, ce que je voulais vous dire, c'est que la figure c'est que ce n'est pas seulement une jeunesse ou une jeune génération qui ne respecte pas l'autorité, ce sont des adultes qui ont disparu du monde. Le métier d'adulte ne trouve plus preneur. Pierre Vermorane, est-ce que vous partagez ce constat ? Finalement, est-ce qu'on est dans une société qui a tué tous les pères au sens propre et au sens figuré, et qui perd finalement, qui n'a plus de matrice structurante, pour effectivement reprendre les termes de Jérôme Fourquet ? Certainement pas tous. Il y a toujours des pairs, il y a toujours des autorités structurantes, mais après, évidemment, elles n'ont pas forcément un impact sur l'ensemble de la société. Pour rebondir sur ce qui a été dit et le prolonger, moi aussi j'ai entendu l'anecdote d'Alger. Alors c'était un jeune homme qui arrivait avec sa casquette à l'envers. Et à peine débarqué de l'avion, on lui dit, ici t'es pas en France, tu mets ta casquette à l'endroit. Alors cette anecdote, comme bien d'autres que j'ai vécu au Maghreb, une fois je me suis fait voler mon permis de conduire, ou je l'ai perdu, je ne sais plus très bien. Je suis allé porter plainte à un commissariat, et en entrant dans le commissariat, j'ai vu un jeune voleur attaché avec des menottes à un radiateur qui se prenait une dérouillée, si vous voulez, par des fonctionnaires de police. Donc il faut bien comprendre que là, tout à l'heure je parlais de vertige identitaire, mais il y a un vertige de sens. Et il y a un vertige de la toute-puissance de la liberté pour un certain nombre de jeunes gens quand ils circulent entre l'espace, pour parler de l'Afrique du Nord, mais ça peut être bien sûr d'autres sociétés du Sud, des jeunes gens qui arrivent en France, venant d'une société où l'autorité existe, la figure de l'autorité existe, elle est respectée, et elle s'impose à coup de matraque, effectivement, quand il y a un doute, en cas de doute, de manière très généreuse, si vous voulez. Et tout d'un coup, certains de ces jeunes gens arrivent en France, et effectivement, il n'y a plus de butée.
Il y a plus de butées policières parce que les policiers sont républicains, polis, honnêtes et ne vont pas embêter les gens dans la rue, sauf si vraiment ils vont très loin. Il y a plus de butées. Le juge paraît une butée très lointaine. Hein, c'est que la justice est très lente. Il y a plus de butées non plus à l'école. Et il y a plus de butées dans la société. En tout cas, elles sont très très loin, ces butées. J'entendais hier une anecdote intéressante. Une jeune femme a été cambriolée par des jeunes migrants qui lui ont volé, je crois, un préjudice de 18 500 euros. C'est une actrice dont j'ai oublié le nom, et quand elle a appris qu'ils étaient sans papier, elle a renoncé à porter plainte, je crois. Si c'est la même anecdote. Oui, c'est ça. Alors tout est dit. Tout est dit, c'est-à-dire que d'un côté vous volez. Il faut savoir que si vous voulez une boîte de sardines dans un supermarché à Tunis ou dans une épicerie, vous faites 1 an de prison, d'accord? C'est une anecdote que je connaissais d'il y a 3 ans. Et ici vous volez 18 500 euros, il n'y a pas de plainte. Alors, il faudra, si vous voulez, il faudrait presque réunir tous ces jeunes gens qui sont concernés et puis leur expliquer, si vous voulez, il faudrait travailler là-dessus. Parce que vous passez d'un côté où un ordre extrêmement patriarcal, policier, etc., religieux existe, est impitoyable, où vous vous retrouvez dans des prisons innommables si vous passez les lignes, et puis de l'autre où il y a une autorité extrêmement faible, filandreuse, au nom de bons sentiments d'ailleurs. Hein, c'est pas cette jeune femme, elle est très généreuse par certains côtés, mais en même temps, les personnes qui sont prises, et les jeunes migrants notamment, ou les jeunes qui connaissent les deux côtés de la Seine, au fond, qui sont ils connaissent les deux côtés de la Seine. Ils sont pris, je pense, dans un vertige de sens, et ils vont aller chercher la butée jusqu'à ce qu'ils la trouvent. Merci. Et elle est très loin, cette butée. Merci Pierre Vermorane, je suis désolé, je vous coupe, mais on a largement dépassé mais on continue cette conversation. La dernière partie de Dans toute vérité consacrée à cette montée des violences. Dans quelques instants, on se retrouve avec Pierre Vermorane et Ruben Ravinovitch sur Sud Radio. À tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Pierre Vermorane, essayiste et historien, spécialiste notamment de la question de l'islam et plus largement du monde arabe, auteur de La France qui déclasse ou encore du choc des décolonisations, et avec Ruben Ravinovitch qui est psychologue et psychanalyste, qui a traité des cas de jeunes condamnés pour violence, braquage, viol, et nous tentons de comprendre les ressorts de la violence aujourd'hui. Pierre Vermorane, avant la pause, on parlait peut-être d'une forme de choc entre des cultures différentes, entre un monde maghrébin qui était parfois hyper autoritaire et notre propre monde où il y avait une forme de permissivité. Donc on a vu à la fois que les cadres, peut-être qu'il y avait une crise d'autorité dans nos sociétés, qu'en plus on faisait venir des individus qu'on n'était du coup pas à même d'intégrer. J'ai envie de vous demander, même si c'est une vaste question, comment on sort de cette spirale de la violence, comment on peut reconstruire certains cadres et éviter ce type de drame, peut-être pas dans un avenir proche, mais dans une décennie ou deux? Bon, écoutez, il faudrait certainement plus de 5 minutes. Vous avez des invités très bavards, on s'en excuse. Je vous laisse 5 minutes, donc voilà. Je vous ai coupé tout à l'heure, donc vous avez du temps pour vous exprimer. Non, mais j'avais fini. Vous dites que les États maghrébins sont parfois autoritaires. Non, ils sont toujours autoritaires. Hein. On est dans des sociétés autoritaires et patriarcales et qui imposent leurs lois. Bon. Nous, on a abandonné tout ça. On le fut. Hein. On a été autoritaire et patriarcal. La République, elle était autoritaire, si vous voulez. Faut quand même se rappeler qu'au 19e siècle, dans les transports en commun en France, il était marqué qu'il était interdit de cracher par terre, qu'il était interdit d'avoir un couteau, etc. Vous voyez. Donc, mais aujourd'hui, on n'oserait plus dire ça.
Et donc, certaines personnes s'autorisent non seulement à cracher, mais aussi à avoir un couteau. Alors, je pense qu'il faudrait fixer des cadres très clairs, parce que pour l'instant, Mais si vous voulez fixer des cadres très clairs, je suis le premier à être d'accord, mais je pense que c'est juste pour vous permettre de préciser votre pensée. Des cadres très clairs, c'est pas non plus nécessairement un modèle qui est le modèle justement Absolument. dans ces pays du Maghreb. C'est la singularité des civilisations européennes, c'est qu'il y a un équilibre entre l'ordre et la liberté. Mais je suis 100% d'accord. Parce que, bien sûr, ce que je voulais dire, c'est que si vous voulez, pour l'instant, moi je n'y connais rien, je ne suis ni juriste ni policier. J'entends dire les policiers que le couteau, par exemple, on n'a pas le droit de se promener avec un couteau. Bon. Et d'après la loi, puisqu'on dit que si on est porteur d'un couteau, on peut avoir 1 an de prison. Bon. Alors ça, on a une loi, voilà. Mais elle ne sert strictement à rien. Les Français adorent les lois, mais les lois ne sont pas appliquées. Donc il vaudrait beaucoup mieux qu'on ait 3 fois moins de lois, mais que les lois existantes soient appliquées. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un couteau, dans la rue, qui n'est pas en train de tailler son rosier a priori, il se promène dans un transport en commun avec un couteau, eh bien il faudrait que cette personne, effectivement, si elle est prise, eh bien qu'elle fasse 1 an de prison.